maintenant, j'accueille Patrick Pelloux. Bonsoir. Alors, Patrick Pelloux, c'est un peu George Clooney pour le look, Laurent, qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu ça, hein. Et Kouchner pour l'action. Voilà, c'est un mélange assez heureux entre les deux. Alors, d'ailleurs, c'est en voyant Bernard Kouchner s'occuper des boat people que vous avez décidé de devenir médecin, non? Oui. Oui. Ouais. Oui, bah oui. On nous demande de faire des réponses plus courtes. Ouais, d'accord. Et il vous aime bien, Bernard Kouchner. Il a dit en parlant de vous, une belle gueule qui parle bien. Bon. Vous êtes content? Bah, content, je sais pas, c'est Ça aurait pu son être pire, jugement. hein. Ouais. Oui, il y a des jugements un peu pires, oui. Vous serez ministre de la Santé un jour, non? Non, je sais pas, je crois pas. Non, je crois pas. Ah bon? Pourquoi? Bah, pour l'instant, non. Pour l'instant, j'ai un combat social et syndical. Ministre de la Santé, c'est autre chose. Pour Laisse-lui le l'instant, temps de se faire récupérer, laisse-lui 5 ou 10 ans, le temps qu'il fasse bouger les choses après. Alors, Patrick Pelloux, vous êtes praticien hospitalier à l'hôpital Saint-Antoine. Oui. C'est vous qui avez tiré la sonnette d'alarme au moment de l'hécatombe de la canicule l'été dernier. C'est vous qui avez gâché les vacances de Mattei, d'une certaine façon, non? Je l'ai fait parce que je pense que c'était mon devoir citoyen, mon devoir de médecin. Et voilà, on a sauvé beaucoup de gens et ça n'a pas été simple et c'est pas encore tout à fait simple à porter. Alors Mattei n'est pas dans le gouvernement Raffarin III, il n'a pas survécu donc lui non plus à la canicule. Le seul qui a survécu finalement c'est Maurice Papon, vous avez remarqué? Alors vous publiez chez Fayard un livre qui s'appelle Urgentiste, donc on vous racontait comment 15 000 personnes sont mortes l'été dernier dans l'indifférence générale. Vous décortiquez soigneusement les mécanismes de cette catastrophe humanitaire, notamment la chronologie du drame. Et j'ai appris en lisant votre bouquin qu'il faudra 60 heures pour que les autorités rédigent un communiqué d'alerte sur les risques de chaleur. Ah, c'est terriblement long, surtout quand, comme réponse, vous aviez des sarcasmes, des ragots. Ça sentait un peu les égouts des fois et c'était absolument insupportable. Et c'est pour ça que le moment où vos collègues journalistes ont rapporté les propos en disant ceux qui sont en train de mourir, c'est des morts naturelles, bah là, vous dites bon bah faut faire quelque chose, faut un peu gueuler parce que sinon c'est pas possible. Voilà. Alors dans votre livre, on voit très bien la France d'en haut en vacances, hein, toutes les élites sont absentes, à commencer par le président de la République, Jacques Chirac, qui lui est au Canada, et puis la France d'en bas, qui se met au boulot. Vous racontez des exemples extraordinaires, des étudiants qui font la tournée des bars et des brasseries pour quêter de la glace, pour l'amener à l'hôpital, un cafetier qui apporte sa réserve d'eau minérale pour la mettre au service de la communauté. Et puis, vous dites aussi la généreuse armée antillaise des hôpitaux de France. Alors, tous ces Antillais dont les inconnus se sont largement moqués, voilà. Ils étaient au rendez-vous, quoi. Ah oui, mais je peux vous dire que il y a ce très mauvais terme de la France d'en bas, elle a quand même largement des leçons à donner à la France d'en haut. Parce qu'elle était présente sur son lieu de travail et ils ont été extrêmement motivés pour exercer une solidarité dont on avait bien besoin. Et à l'heure actuelle, il y en a encore quelques-uns qui essayent de faire croire qu'on n'a sauvé personne. Je peux vous dire que grâce à ces actions spontanées de l'ensemble des catégories socio-professionnelles de l'hôpital, parce que on cite bien entendu les infirmières, les médecins, mais il y a aussi les ouvriers, les cadres, des personnels administratifs. Tout le monde s'est vraiment mobilisé et on a sauvé beaucoup de personnes. Oui. Alors, dans l'entourage du ministre Mattei, on a commencé par dire que c'était la faute aux 35 heures. Ah, c'était la faute à... Oui, c'était la faute aux 35 heures. Après, c'était une grande manipulation de la gauche. On a dit que vous étiez manipulé par la gauche. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que la mort, je ne sais pas si la mort est de droite ou de gauche. Je ne sais pas si la connerie est de droite ou de gauche. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça a été quand même une certaine synthèse de tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de communication. Ça a été fait l'été dernier. Ça, c'est évident.
Alors en parlant de communication, il y a un moment où Mattei finit par apparaître à la télévision. Quand il reçoit l'équipe de télévision, il est en chemise. Et quand il parle aux 20h de TF1, il est en polo. Et vous dites que sa conseillère en communication, qui était celle de Michel Barzac d'ailleurs à une époque, lui a demandé de remplacer la chemise par le polo. C'est assez pittoresque, non? Oui, ça m'était rapporté par vos collègues journalistes. Et c'était vraiment... Ça montrait comment... Mais le matin même, j'avais senti arriver l'élément de contre-information, comme ça, parce que je m'étais fait alpaguer en quelque sorte par un des responsables de la préfecture qui m'avait dit mais il ne faut pas affoler la France. En gros, il fallait surtout ne rien dire. Et finalement, là, avec un peu de recul, en y réfléchissant, si on n'avait rien dit, si on n'avait rien fait, très probablement que on aurait dit ah, ces hôpitaux ça marche de moins en moins, ça leur aurait donné des arguments supplémentaires pour conduire la très mauvaise réforme d'Hôpital 2007, donc une sorte de privatisation des services publics. Et puis on aurait eu peut-être une brève vers le mois de février quand l'INSERM a sorti ses chiffres en disant il y a bien et bien eu une surmortalité depuis 15 000 personnes. Donc Mattei, lui, il apparaît donc en polo au journal de 20h et vous dites qu'il y a une espèce de petite brise comme ça, légère, pendant qu'il parle. Tout ça est assez idyllique alors qu'il y a des gens qui sont en train de crever. Mais lui n'y est pas forcément pour grand-chose. Il est responsable, il est ministre, il est responsable. Mais à partir du moment où les informations ne remontaient pas, ou n'était pas juste, où finalement il y avait une sorte de désinformation qui lui arrivait, lui on peut estimer, c'est à lui de le dire maintenant, s'il a été soigneusement informé. Vous l'avez rencontré après? Je l'ai rencontré après, on a eu un entretien de 2 heures où c'était assez convivial, voilà quoi, mais ça a été tout quoi. Il vous l'a fait au charme? Oui. Et vous avez craqué? Non. En tous les cas, il faudra attendre les chiffres des entreprises de pompes funèbres pour savoir le nombre de morts exact, parce que par le ministère et par les autorités, on n'a jamais su en fait. On n'a jamais su, mais heureusement, vous savez, heureusement qu'il y a eu des témoignages comme le reportage qui était passé sur France 2 sur justement ces cinéastes et ces journalistes qui ont filmé tout ce qui s'était passé au niveau des pompes funèbres. Ces images-là parlent d'elles-mêmes. Il ne faut pas les oublier. Vous voulez dire les cadavres qui sont dans des camions réfrigérés à Rungis? Oui, à Rungis. Il ne faut pas oublier, il ne faut surtout pas qu'on enterre cette canicule comme ça a été un peu tenté par énormément de responsables avec tous les inconnus et les indigents qu'on a mis au cimetière de Thiers. Il faut absolument qu'on analyse, mais tout le monde, il faut vraiment qu'on ait cette manière de penser que finalement nous avons une civilisation qui n'a pas su évoluer et on a eu une catastrophe humanitaire en France en 2003. Voilà. Alors, une faillite du système qui a fait vaciller l'État et qui pourrait faire vaciller la société si on s'intéressait un petit peu au sujet de ces 15 000 morts à la conjonction chaleur-ozone, parce que ça, personne n'ose en parler en fait. Pour l'instant, personne n'ose en parler. Parce que chaleur plus ozone, ça donne quoi? Personne ne sait à l'heure actuelle. D'accord. On a des constats. C'est affolant. C'est affolant, mais on a des constats. On constate que quand il y a des pics de pollution, on a de temps en temps un peu plus de crises d'asthme que d'habitude. Mais il y a d'autres fois, c'est pas vrai. Il y a un autre truc qui me choque beaucoup, moi, c'est qu'on a mis l'accent beaucoup sur les accidents de la route, et c'est très bien qu'il y ait moins de morts sur les routes, mais c'était de l'ordre de, avant qu'il y ait des radars, tout ça, c'était 10 000 morts par an. Et là, c'est 20 ou 30 000 morts chaque année, dues à la pollution. Et c'est énorme et c'est complètement tabou. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas du tout de ça. Mais c'est parce que là, il y a toute une problématique de la recherche là-dessus qui demanderait des moyens considérables. Vous savez, notamment l'été dernier, on s'est aperçu que l'un des indices qui était de dire ce qui tue, c'est la chaleur plus l'humidité de l'air, était faux. Ce qui a le plus tué, ça a été le faible écart de température entre la nuit et le jour. C'est pour ça qu'il est impératif que ceux qui nous donnent la météo nous donnent quelque part la météo de la nuit. C'est vraiment fondamental. On n'y est pas, déjà qu'ils ont du mal pour le jour. Alors, est-ce que cet été, il y aura encore 30% des lits fermés dans les hôpitaux? Parce que l'année dernière, ils disaient qu'il y en avait 11%. En fait, c'était 30%. Est-ce que cet été, il y aura encore 30% des lits fermés? J'espère que non. Et on se bat et on se mobilise pour que ça ne soit pas le cas. Mais à l'heure actuelle, c'est très difficile.
parce que nous sommes déjà mi-avril, que rien n'a été construit ou prévu. Dans pratiquement très peu d'hôpitaux, il y a eu une campagne pour maintenir un maximum de capacité de lits ouverts. C'est dramatique.